Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences, un projet qui est né du cheminement de ma propre résilience. La motivation qui anime le podcast est de créer de nouveaux paradis, un monde plus juste au travers duquel les humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est tout simplement de partager des sujets qui font du bien à l'esprit et au corps. L'éveil des consciences podcast, c'est quoi ? C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour Myriam. Bonjour Evelyne. Je suis ravie de vous rencontrer en tout cas et puis surtout de vous avoir auprès des consciences qui s'éveillent. Donc merci aussi aux consciences qui s'éveillent de nous écouter et bienvenue sur le podcast. Myriam, maintenant vous êtes auteure, clown, metteuse en scène et vous avez été aussi formée à la psychobiologie quantique, mais on va en parler en deuxième partie du podcast. Vous vous produisez un peu partout en France. Vous allez aussi nous préciser où, ce que vous avez fait, votre expérience. Tout ça. Tout ça. Et puis aussi nous parler de la création de votre personnage de scène qui s'appelle Emma la Clown, qui a été créée en 1991. Vous n'êtes pas n'importe quel clown. Vous abordez par le rire l'absurdité et surtout sur les questionnements, la tragédie de l'existence. Vous abordez des thématiques en lien avec des sujets profonds comme la mort, la souffrance, la maladie. Alors pourquoi ces choix? Et puis aussi comment est née Emma la Clown? Je vais essayer en 5 minutes, Okay. vraiment. Alors, comment est née Emma la Clown? Alors, en fait, moi, à 13 ans, j'étais au collège au Mans. On habitait au Mans avec mes parents. Et la prof de français nous a dit en début d'année, mettez-vous en groupe dans la classe, donc des petits groupes. Choisissez un texte de théâtre, celui que vous voulez. Vous le montez et à la fin de l'année, vous le présenterez à la classe dans une salle un peu spéciale. Voilà. Donc, moi, j'étais dans un groupe qui a monté un texte de Françoise Sagan, Le cheval évanoui. J'aimerais beaucoup le relire en fait, des années. Oui, il faudrait que je pense à le relire, par curiosité. Et en fait, j'ai joué le rôle du jeune provincial qui est amoureux de la parisienne, qui est fasciné par le modernisme de cette femme et qui est lui totalement provincial, maladroit. Voilà. Et en fait, on a répété toute l'année. Au mois de juin, on a arrangé la salle, comme ça, on a mis nos petits décors, nos accessoires, nos costumes. Moi, j'avais un costume de mon grand-père qui était beaucoup plus petit que moi, donc trop court. J'avais une perruque, voilà. Et en fait, on a joué. Et j'ai fait rire. Mais j'ai fait rire sans avoir l'intention de le faire. C'était une énorme surprise que les gens rient, que les élèves rient. Alors, a posteriori, je dirais que c'était un vrai rire. C'était pas un rire moqueur, ni un rire complice. C'était un vrai rire, quoi. Et ça m'a complètement secoué les cellules. Ça m'a fait un choc où je me suis dit, si la vie c'est ça, moi ça m'intéresse. Là, parce que je me suis sentie vraiment vivante, en fait, de partout, quoi. Et à partir de ce moment-là, donc 13 ans, j'ai toujours voulu, quand je remplissais les petites cartes en début d'année, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, c'était toujours comédienne tout le temps. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Donc après j'ai fait des stages, je rentrais dans une compagnie d'un théâtre amateur, là. Et à 20 ans, je vais faire l'école Jacques Lecoq à Paris, qui est une très belle école internationale de théâtre, qui est surtout basée sur le corps, et désapprendre tout ce qu'on a appris. Donc les 6 premiers mois, j'étais un peu cassant avec moi, monsieur Lecoq, mais bon, il avait tout à fait raison. Et ça nous a formés. En fait, c'est une école qui forme à devenir auteur, autrice de ce qu'on est, de notre être, de notre créativité, de notre imaginaire, en fait. C'est pas du tout de rentrer dans un rôle déjà écrit. C'est pour ça qu'il y a très très peu de textes classiques, contemporains, il n'y a pratiquement pas de texte de théâtre. Et alors voilà, donc j'ai fait les 2 ans et à la fin de l'année, tous les copains étrangers, parce que c'est une école internationale, sont rentrés dans leur pays, sauf un copain américain qui m'a dit viens, on va jouer dans le métro cet été. Et de la musique, parce que je faisais de la musique. Et donc on s'est habillés en clown, parce qu'on n'était pas super bons musiciens quand même. J'avais un petit xylophone, lui un ukulélé. Et tout l'été on a joué comme ça. Et après il est rentré aux États-Unis, j'ai eu un ami italien avec qui j'ai créé un duo, Gaetano Lucido. Un duo de la vache libre, et donc c'est devenu comme ça, du clown sans vraiment... Je faisais pas le coq pour devenir clown, je faisais le coq pour vraiment... Parce que je savais que c'était une très très bonne école qu'on m'avait conseillée. Moi je voulais faire du théâtre, moi je voulais faire Molière, Shakespeare, Tchekhov, j'adorerais encore, aujourd'hui si jamais, j'adorerais jouer dans Tchekhov. Ça m'est jamais arrivé encore. Voilà, donc après, Emma la Clown est venue, elle est venue un peu de ça, quoi, c'est-à-dire de
de ses expériences, évidemment chez Lecoq, mais pas le clown chez Lecoq, notre personnage, qui était la base d'Emma la clown, et ensuite le duo, et voilà. Et c'était un long parcours, long cheminement, et ça fait plus longtemps que je vis avec Emma la clown que ça, en fait, parce que ça fait 32 ans maintenant. Qu'elle m'accompagne, Vous que je êtes proche, c'est le cas de le dire. Hein? Vous êtes proche, c'est le cas de le dire. Ah oui, non, mais c'est étonnant, parce que et plus ça va, en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment, après, abordé des thèmes... le clown, il ne peut pas se permettre pour moi, hein, c'est vraiment que... C'est moi qui parle, donc je parle de mon point de vue. C'est forcément des thèmes très forts. Il va forcément toucher la tragédie, l'anecdote, en tout cas... puisque lui-même est relié à une forme de tragédie, qui est la tragédie de la solitude. Le clown est seul, très très seul. Et seul, il est face à son public, mais il est très seul. C'est beaucoup plus touchant d'ailleurs un clown seul sur un plateau que 2 ou 3 clowns, quoi. L'émotion n'est pas du tout la même pour le spectateur, parce que vraiment il est face à sa propre solitude, à sa propre tragédie. Et donc après, moi j'ai abordé des thèmes qui me sont tombés dessus sans les chercher, comme la psychanalyse, le monde, la psychanalyse, avec Emma sous le divan, après la chanson, Emma et son orchestre, après la science, Dieu est-il une particule, où je cherche Dieu quelque part. Je ne sais pas trop bien. Et puis après, il y a eu sur la mort. Et en fait, tous les thèmes, et le dernier, c'est sur le vide, là, que j'ai créé en 2021. Et en fait, tous les thèmes, c'est comme ça rebondissait. L'un amène l'autre. La psychanalyse a amené Dieu. Au début, c'était la mort, puis c'est devenu Dieu. Dieu a amené finalement quand même la mort, et la mort a amené le vide. Et en fait, ce que je trouve merveilleux dans la vie, c'est que tout a un sens, en fait. Et que là, on peut se dire, quand on est affolé à 20 ans, à 30, qu'on ne sait pas ce qu'on fout là, qu'on est désespéré, que rien n'est... En fait, tout nous fait cheminer pour se libérer de plus en plus, parce que le but, c'est vraiment d'être libre et de mourir libre, totalement libéré, et libre, voilà, libéré, libre, voilà, c'est ça. Et donc, on ne sait pas ce qu'on fout là, mais à un moment donné, on regarde en arrière, on dit, ah ouais, d'accord. Enfin, ce que je dis sur ma propre vie, quoi. Bien sûr, et c'est un grand cadeau. Et ce qui est étonnant, c'est que comme c'était vraiment ma passion, le théâtre, ado et un jeune adulte, en fait, j'imaginais pas que ça serait aussi bien. J'imaginais pas que j'aurais une vie aussi intéressante. Et ouais, j'ai beaucoup de gratitude. De plus en plus de gratitude sur tout ça. Sur ces rencontres. Alors évidemment, je peux être parfois un peu frustrée, un peu « Ah, je voudrais que ça aille plus vite » ou quoi. J'ai eu ça, hein, bien sûr. Hein. Il y a toujours l'univers qui me dit « Attends, tranquille, c'est que tu n'es pas exactement prête. » Oui. Voilà. Mais donc finalement, Emma la clown, même Myriam Menant, depuis petite, on peut dire qu'elle est attirée par ces sujets existentiels. Qu'est-ce que je fous là? Quelle est ma condition humaine? Pourquoi je dois vivre des situations qui se répètent aussi? Pour enfin comprendre. Elle se répète justement en tant qu'on n'a pas compris. C'est en ça que la thérapie est merveilleuse. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut se dire, attends, si je me prends le mur encore une fois, là il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que je comprenne, quoi. La vie, elle est là juste, la vie n'est pas notre ennemi, elle est là juste pour nous dire, vas-y, avance, quoi. Eh oh, élève-toi. Complètement. Mais ça fait du bien, hein. Des fois c'est dur. Oui, on apprend beaucoup avec l'échec, beaucoup plus qu'avec la réussite. Hein. La réussite ne nous apprend pas grand-chose, à part nous flatter l'ego. On reste quand même sur un espace qu'on connaît. Et alors qu'est-ce que l'échec, justement? Qu'est-ce que l'échec, Qu'est-ce que l'échec? C'est aller là où c'était pas prévu. Où c'était pas prévu, qu'on n'avait pas prévu d'aller. Et en fait, l'échec, ça nous montre juste que ce que tu penses être juste, c'est peut-être pas ça. Peut-être tu te plantes, peut-être que tu n'es pas là où tu devrais être, peut-être qu'il y a mieux pour toi, peut-être tout ça. L'échec est très désagréable parce qu'on a un ego qui veut que ça soit facile. Mais il est là quand même pour nous réveiller. Ouais. Et je dis ça a l'air facile, c'est de la souffrance, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, hein, que j'en ai pas eu, hein, bien sûr. Mais c'est beaucoup mieux ce qui se passe, en fait, que de la réussite. Là, je veux dire, ça fait 30 ans que je fais Emma la clown, mais je pourrais me dire, j'aimerais que si ça avait marché comme ça, tout de suite, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui à faire ce que je fais, et à être l'humaine que je suis, et à comprendre l'univers, la vie. C'est sûr, absolument. Je serais d'ailleurs. De la télé, j'en sais rien. Alors, je voulais aussi vous poser la question, pourquoi cette critique envers le monde moderne? Je critique le monde moderne? Alors Emma,
Emma la clown, elle critique le monde moderne. Ah. Ou du moins, elle se pose, elle se questionne des fois sur le monde moderne, sur le fait que tout va vite, sur le fait que des êtres humains puissent manger de la viande, donc des animaux qui sont morts. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces questions en même temps? Il y a la question de Emma sur le monde. Forcément, le monde me touche, mais je pense que tout le monde est touché par le monde. J'espère en tout cas, et par la nature. Moi j'ai une maman qui me disait, quand on allait se promener dans la campagne en Ardèche, parce que j'ai beaucoup passé de vacances en Ardèche, elle me disait, ouvre, tu sens l'odeur là, tu sens. Donc forcément, quand on a déjà une maman qui est là pour nous montrer que la nature est juste c'est pas juste un décor, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des interactions avec nos sens, et donc mon imaginaire, forcément, et je jouais beaucoup seule, beaucoup seule dans la nature avec des petites plantes, je jouais à la cuisine avec des petits trucs, toutes les plantes, quoi. Je me souviens que j'ai passé des moments de merveille. Et le jeu des enfants, il faut laisser jouer les enfants, quoi. Laissez-les jouer, pas devant un ordi surtout, pas devant une tablette, hein. Le vrai jeu, quoi, celui qui réveille l'imaginaire. Et c'est vrai que je me souviens que c'était des moments d'intensité, d'intensité, quoi, de jeu, tout le temps. Et le monde, oui, après, forcément, avec des... Ouais, forcément on est sensible à la souffrance du monde, quoi. Enfin, je pense que, je sais pas, j'imagine que tous les artistes et même tous les humains doivent l'être. Enfin, ça me paraît évident, je sais pas. Donc, ouais, j'ai eu envie d'écrire des textes assez tôt sur l'état du monde. À cette époque-là, c'était en 2000, quand j'ai commencé à écrire. En 90-2000, effectivement, il y avait la guerre en Tchétchénie, il y avait Jörg Haider qui avait été élu en Autriche, il y avait des choses un peu moches quand même. Donc j'avais écrit des choses là-dessus, parce que mon thème c'était le monde, voilà, je voulais écrire sur le monde. C'était ça. Après, oui, je trouve que le capitalisme, enfin l'hypercapitalisme dans lequel on est, là, il se prend le mur, hein. Il se prend le mur, puis il nous embarque avec lui. Donc c'est sûr que là, tout ce qui se passe, en ce que vous faites, en éveil des consciences, en rébellion sur ce qu'on fait aux arbres, à la nature, aux animaux, à la biodiversité, aux abeilles, tout ce qu'on nous impose comme chimie pour juste produire de la merde, donner ce que José Bové appelait la malbouffe, la bouffe de merde quand même, pour faire croire, voilà, est-ce que nourrir les gens, c'est nourrir avec de la merde, en fait, c'est ça, il faut juste que les gens n'aient plus faim. Après, s'ils tombent malades parce qu'ils mangent des saloperies, on s'en fout, de toute façon on a les médicaments pour soigner, donc tout va bien, c'est une espèce d'engrenage comme ça, on vous inquiétez pas, surtout ne pensez pas, restez à votre place, c'est ça que ça raconte, le capitalisme. Mais là on est quand même en train d'évoluer, en tout Oui. cas c'est vraiment ce que je ressens, et puis c'est ce que je vois aussi avec la communauté du podcast aussi, mais d'autres podcasts qui se créent et plein d'autres choses. Mais c'est génial, merci. Et c'est en quête de sens, quoi, puis même les gens... se rendre bien compte qu'on est dans un engrenage, en tout cas, je pense. Là, il se prend le mur, là il n'arrive pas, il pédale dans la semoule, il s'accélère, là, une espèce de... il a peur effectivement, il s'écroule, donc forcément, hein, il se rattache à... Il s'agrippe à de ces vieux trucs, mais c'est fini, en fait. C'est ça qui est génial, il faut juste dire, c'est fini. Voilà. Allez, à la niche. Non, c'est pas gentil pour les chiens, mais... Laissez la place, quoi. Laissez la place à un autre monde, quoi. Ouais. Mais il faut être debout en face. Il faut se réveiller en face. Et revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel selon vous, Mariam? C'est se reconnecter à son corps, à soi. Ce serait quoi? Comment on pourrait le définir pour les personnes? C'est l'amour, c'est l'amour. L'amour, voilà. C'est vrai que c'est basique, ça rien de religieux, mais je veux dire, c'est vraiment ressentir l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour la nature, l'amour pour l'humanité, l'amour pour la vie. C'est s'arrêter. Je pense qu'il faut s'arrêter. Quand on est malheureux, il faut s'arrêter, quoi. Faut arrêter de... C'était ça la question? Alors c'est très bon, moi en tout cas, ça répond à la question, l'amour. C'est l'essence même finalement, le retour à soi, le retour à ce qui fait qu'on est sur Terre finalement. Absolument. C'est pour transmettre de l'amour. Ah ouais, oui, on a quand même été dans un ventre où il y en avait plein, quoi. Ouais. Même si selon ce qui s'est passé, il y a peut-être des exceptions, mais il y a quand même... on vient d'un liquide qui est fait pour qu'on grandisse, qu'on devienne. C'est magnifique quand on y pense, l'eau, le liquide amniotique, c'est génial en fait. Ouais. Donc je dirais c'est l'amour et la terre, la planète, les animaux, les arbres. C'est comme si on s'était mis, nous, ils nous ont mis au-dessus de tout, comme si nous savions tout. Mais souvent je regarde, ça peut être bête, mais souvent je regarde des animaux et je me dis quelle est leur vision du monde et en quoi la nôtre est plus juste que la leur. C'est-à-dire qu'une mouche avec toutes ses facettes, qu'est-ce qu'elle voit?
Qu'est-ce qu'elle ressent du monde? Mhm. Nous, on regarde avec nos yeux, avec nos sens, mais les sens des autres, d'un aigle, qu'est-ce qu'il voit du monde? Ça, ce serait intéressant. Bah oui, je sais pas comment on pourrait faire, mais J'ai toujours rêvé d'être un aigle. c'est vrai. Quand j'étais petite, je me souviens d'avoir justement cette vue. Et je trouvais ça magnifique, la vue d'un oiseau. Je ressentais ce que c'était de voler. Et, enfin, c'était comme, c'est un rêve, mais des fois on a des rêves qui semblent tellement réels que quand on se réveille, on a l'impression d'être un oiseau, du moins l'animal. Enfin, c'est magnifique, quoi. Enfin, en fait, c'est surtout le sentiment de liberté qui venait justement du fait de voler et d'avoir cette perspective, en fait, cet angle de vue global. Ah bah ça, la liberté, ça c'est, on nous l'apprend pas à l'école, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. C'est un apprentissage, un réel. Ouais. Bah oui, c'est le monde tel qu'il est. Pour vivre en société, il faut être poli. Mais il faut être poli, il faut s'incliner, il faut se réduire, il faut surtout pas prendre trop de place. Il faut... Ouais. Alors qu'en fait, On se bride, en fait. on se bride sans arrêt. Quand on voit les enfants, la liberté qu'ils ont, 3, 4, 5, 6 ans, et ce qui se passe après quand on les... Ah bah ils disent ce qu'ils pensent. Bah Ils ont pas oui, de voilà, filtre en et plus. en face, qu'est-ce qu'on Ouais. fait pour eux, quoi. Ouais. Mm. Mais ça m'évoque aussi, tout à l'heure vous parliez justement de faire une pause. Vous parlez beaucoup de Mathieu Ricard. Alors, J'en ai parlé? dans d'autres interviews Ah oui, que j'en j'ai ai fait, écoutées, bon, mais oui. c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant. Alors pourquoi justement cet intérêt pour Mathieu Ricard, le bouddhiste Mathieu Ricard? Ah oui, mais je pense que c'est pour le bouddhisme. En fait, j'ai une amie, ma grande amie, ma sœur de cœur, qui est norvégienne, qui est aussi ma metteur en scène. Et vraiment, nous, toutes les deux, on a un chemin, ça fait 30 ans, on a fait le coq ensemble, on se connaît depuis 88, donc 1988. Donc on a un chemin toutes les deux artistique et aussi spirituel et aussi thérapeutique, parce qu'elle est devenue acupunctrice et moi je suis devenue thérapeute en psychobiologie quantique. Donc c'est marrant, on a ce chemin ensemble. Et en fait, elle m'a offert un bouquin en 2012 où vraiment j'ai eu une année de merde. De 2011-2012, c'était vraiment l'année. Là, je sais pas comment on peut cumuler autant de trucs là. Là, je sais pas. Voilà. Et elle m'a offert un livre de Pema Chodron, qui est donc une bouddhiste, qui est donc bouddhiste américaine, mais qui a appris avec des Tibétains. Ça s'appelle Le conseil pour une amie dans les temps difficiles. C'est un super bouquin, très très beau. Et quand je l'ai lu, je dis ah, ça m'intéresse ça. Et c'était magnifique, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis tournée vers le bouddhisme. Et il se trouvait que je suis allée plutôt du côté des Tibétains, donc en Dordogne, j'ai beaucoup suivi des enseignements. C'est là aussi où est Mathieu Ricard. Oui, c'est là où je l'ai voilà. rencontré en Dordogne. Ouais, voilà. C'est chouette. Et en fait, ben voilà, j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme, et à faire beaucoup de méditation, faire quelques pratiques, aller en retraite. Et ça a été effectivement salvateur totalement quoi, pour moi à ce moment-là. Après, j'ai pris un peu de distance parce que je vais sur autre chose, par la psychobiologie quantique justement. Mais je pratique encore la méditation et je vois combien c'est extraordinaire, quoi. Parce que j'en ai pas fait pendant longtemps et quand je m'y remets, je dis ah oui quand même. Ouais, Allez, quand même, il se passe quelque chose quand même. Ouais. Il ne se passe justement rien. En fait, c'est ça, C'est on bien. en parle aussi, c'est dans ce vide tout se passe. Ouais. Au moment où on Quand médite. tout se pose là et que c'est Ouais. non. Donc voilà, et Mathieu, c'est vrai que je l'avais interviewé pour un spectacle que j'avais fait avec Catherine Dolto, une conférence sur l'écologie, et justement c'était par rapport aux animaux. On l'avait interviewé, donc il apparaît un peu dans ce spectacle qu'on avait fait là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, et puis ses photos sont magnifiques, et puis de toute façon c'est un monde, quoi. C'est peut-être le monde, mais c'est... Voilà. Bah, une fois qu'on commence à trifouiller, on n'a pas envie de s'arrêter en fait, c'est Ouais, incroyable. c'est ça, ouais. C'est vraiment ça quoi. On ouvre une porte et on ouvre une deuxième et une troisième. Et finalement il n'y a ça pas de porte, quoi. s'arrête pas. On fait péter les portes, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler, avant de passer à la deuxième partie, justement, de votre expérience, je me perds dans mes papiers, mais de votre expérience sans frontières. Clowns sans frontières. Clowns sans frontières, oui. Tout à fait. En Afghanistan. Ouais, bah oui, ça fait partie des expériences inoubliables. C'est en 2003, en fait, à la chute des talibans, il y a une expédition, c'est la première expédition de Clowns sans frontières en France qui partait à Kaboul. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Que c'était un voyage à la fois géographique et aussi dans le temps, parce qu'on va dans un autre monde, un autre moment l'impression d'être pas du tout le confort des Occidentaux, il n'y a pas du tout la même relation au temps, ni... c'est difficile d'en parler là, parce que je sais pas quoi dire là-dessus en fait. Qu'est-ce qui vous vient? Peut-être quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cette expérience? Déjà n'avoir aucun jugement, déjà sur comment ça se passe. Comment dire, par rapport à la place des femmes, c'est sûr que vu leur relation
que les hommes ont avec les femmes, il vaut mieux, j'ai presque envie de dire, qu'elles soient voilées, ils sont infernaux, quoi. Enfin, à l'époque, hein. Oui, C'est-à-dire que même moi en clown, je me suis fait draguer, quoi. Faut y aller quand même. Waouh. Emma, On va y aller, quoi. C'est pas tout à fait l'image sexy de la femme, mais... Non, voilà, donc après, c'est particulier. Qu'est-ce que je peux dire? Juste que quand je suis revenue, ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre. Et surtout, je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec tout ce matos? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi? Et puis au bout d'un moment, ça reprend et on replonge dans l'habitude de l'Occident et de la consommation. Ouais. Mais c'est sûr que c'était très beau, ouais, c'était incroyable parce qu'en 2003, il y avait des gamins, ils n'avaient jamais connu le monde hors taliban, donc ils ne savaient pas ce que c'était qu'un spectacle, ils ne savaient pas qu'il fallait applaudir à la fin. Donc nous, on jouait, et puis c'était pour des enfants, hein, et on saluait, mais il ne se passait rien en fait. On saluait, mais ils n'avaient pas la convention, quoi. Et quand on est retourné jouer le lendemain dans la même école, on les entendait répéter les applaudissements dans les classes. C'est super émouvant, quoi. Et par contre, après, ils ont applaudi n'importe quand, mais c'est pas grave. C'était très beau de voir comment ils réagissaient. Ils n'avaient jamais vu de spectacle. C'est quand même incroyable, ça nous paraît fou. Ça nous paraît pas juste, quoi. Ça nous paraît pas humain. Donc, ils vibraient avec nous. C'était des expériences totales, magnifiques, quoi. Voilà. D'accord. C'est la seule expérience que j'ai faite avec Conscience Chrétien. Est-ce que vous pourriez en refaire, ou alors pour l'instant, c'est pas trop dans les... Oui, après, je ne sais pas si j'ai encore l'âge, quoi, parce que j'étais... Oui, j'en ferai peut-être, je sais pas. Pourquoi pas? Si ça se propose. Oui, on ne sait pas. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est vraiment très intense, très... C'est intense, c'est fatigant. Et est-ce que maintenant ma place est là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire mieux que moi. Sûrement, d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai ça à faire aujourd'hui dans ma vie? Je ne sais pas si c'est si je serais aussi utile qu'ailleurs. Je ne sais pas. D'accord. Alors j'aimerais bien parler justement de votre deuxième casquette, on va dire, de thérapeute en psychobiologie quantique. J'ai toujours du mal à le prononcer, je le trouve pas évident. Est-ce que déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui a fait que dans votre cheminement vous êtes intéressé à ça, et surtout pour devenir thérapeute? Non, mais en fait, c'est-à-dire, je crois que s'il n'y avait pas eu le Covid et le confinement, je ne sais pas si je serais devenue thérapeute. D'accord. Ça a commencé en 2019, je crois. En fait, je voyais une femme qui faisait justement mémoire cellulaire, l'électrothérapie, spécifiquement, dont elle a pris de prendre le pouls, et puis les informations qui viennent avec la prise de pouls, les réactions du pouls selon les informations qu'elle avait. Bref, c'était une femme que je voyais depuis les années 2000-2004, en tant que moi patiente, parce que voilà, on me l'avait conseillé, tu vas voir, elle c'est de la bombe, c'est une sorcière, tu vas voir. Donc j'y suis allée, elle m'a pris le pouls, France-Lou Bernard, que je vénère énormément, qui est décédée depuis. Et donc elle me prenait le pouls, elle me disait des informations, elle me disait des trucs troublants, j'ai dit qu'est-ce qui vous est arrivé à tel âge, parce que vous êtes en quoi, plein de choses. Et j'allais la voir à peu près une fois par an, comme ça, quand j'avais des questionnements ou des choses que je ne comprenais pas, bref. Et au bout de 15 ans, en 2019, je dis, mais en fait, France, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Ça fait 15 ans que je viens vous voir, je ne vous ai jamais demandé ce que vous faites. Parce que j'adore, vous me prenez le pouls, les informations, vous me posez des pierres, des filtres. Et en fait, elle m'a expliqué, et je ne sais pas ce qui m'a appris, je lui ai dit, écoutez, si jamais vous faites de la transmission, moi, ça m'intéresse d'apprendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Et donc on a commencé, on se voyait une fois par mois, je passais 4-5 heures avec elle, enfin 3 heures. On n'était pas nombreux et elle m'apprenait comme ça, donc c'était pas du tout officiel avec un diplôme ou quoi que ce soit, quoi. Et après le confinement est arrivé, je suis partie, au premier confinement, je suis partie en province. Et j'ai commencé, là où j'étais, j'ai commencé à prendre les pouls comme ça, à tester, à faire des choses, et j'ai bien aimé, il y avait des réponses assez dingues. Et après je suis revenue, et j'ai commencé aussi à faire, c'est ça, en octobre 2020, à commencer en tant que moi, pas du tout pour être thérapeute, mais à faire la vague 1 de tout un cursus de stage pour pas devenir thérapeute encore une fois, mais pour aller mieux, avec Pascal de Gaillatis, qui a créé la psychobiologie quantique en fait. Voilà, qu'on m'avait conseillé, et c'était extraordinaire en fait. Moi j'étais juste là en tant que patiente, enfin cliente, je sais pas comment on appelle ça, stagiaire, voilà, pour avancer sur moi et pour changer des choses en moi profondes. Et donc j'ai rencontré cette femme qui est absolument géniale et qui a créé ce modèle thérapeutique qui allie donc, qui fait la connexion entre le psychisme, biologie, le corps biologique, et quantique, la cellule.
voilà, qui fait la connexion entre tout ça et qui dit, enfin comment dire, je vais essayer d'être claire, il permet en fait à la personne de sortir de la matrice biologique qui est paramétrée sur la survie et de l'amener à choisir sa vie, c'est-à-dire de faire des choix, c'est-à-dire de se connaître et de modifier l'information, en tout cas l'émotion qui est liée à un traumatisme dans l'information, dans la mémoire de la cellule en fait, voilà. Par des protocoles très particuliers, très précis, très puissants. Voilà, c'est Pascal de Gaillatis donc, qui a fondé qui a créé qui est donc doctorante en biologie, je crois, elle a 3 doctorats, c'est quelqu'un qui cherche, quoi, qui est vraiment, et ce qui est extraordinaire, c'est une mathématicienne, en fait, quand elle parle, et c'est pour ça qu'elle est très rapide, c'est du langage mathématique, c'est-à-dire quand elle fait les vagues 1 ou les stages, elle a une analyse de la situation de la personne en fonction de tout son vécu, de ses parents, de son histoire, et tout ça, et ça va à une vitesse, et elle trouve elle est géniale, quoi. Moi, je ne suis pas du tout mathématicienne, je suis clown, donc je vais par d'autres. Voilà. Et en fait, c'est vraiment sortir la personne de sa souffrance et de sa matrice biologique qui est paramétrée sur la survie, donc, et l'amener à choisir sa vie, à faire ses choix, à s'aligner avec ses choix, avec ce qu'elle est. Et donc, après, j'ai commencé à me former en tant que thérapeute. C'est pareil, c'est venu comme ça dans ma vie, au sens du tout que je le décide. Pour moi, c'est le théâtre, point barre, quoi. Mais en fait, ça a du sens, parce que j'ai aussi une super astrologue géniale qui m'avait dit, la fois que je l'ai vue en 2012, où j'avais cette année terrible, elle m'avait dit, de toute façon, cette année, ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose, c'était une année de merde. Et elle a fait le thème de naissance, et elle a vu qu'il y avait effectivement le théâtre, le public, la musique et la médecine. Et quand elle m'a dit ça en 2012, moi, alors là, rien du tout, je peux pas. Et aujourd'hui, ça, voilà, tout a du sens. Quand je dis que tout a du sens, c'est... Puis là, on est vraiment, vrai, pour le coup, en lien avec le corps. Donc finalement, totalement. En tant que clown, c'est vraiment le corps qui parle aussi beaucoup. Il y a la voix, mais il y a tout ce travail aussi corporel. Sur le clown, oui, mais après le corps, moi je le vois comme l'espace de la mémoire, en fait, par rapport à la psychobiologie quantique et la thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est dans le corps et il est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Et il ne s'arrête pas là à la chair, il va beaucoup plus loin dans le champ, le biochamp qui est autour de nous. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire des séances en psychobiologie quantique, en PBQ, du PBQ pour être plus vite, je me suis rendu compte en fait qu'on va toucher la mémoire dans la cellule de la personne par des protocoles très précis qui sont liés aux méridiens aussi. Et en fait, on fait que la personne ne vibre plus la même chose. D'accord. Donc dans son champ électromagnétique, biochamp qu'elle a autour d'elle, elle n'a plus la même information. Donc elle n'attire plus les mêmes événements. Et c'est assez génial. Quand on se promène, forcément, on dégage quelque chose. Pourquoi il y a quelqu'un qui se prend un mur sans arrêt? C'est parce que dans sa mémoire, il y a quelque chose qui fait que elle est toujours en train de s'auto-saboter. Et ça vient d'où? Donc forcément, et c'est forcément lié à des traumas, ça peut être lié à la naissance, avant la naissance, ça peut être... il y a beaucoup de choses, et c'est ça le travail du thérapeute, c'est d'aller chercher ça, et de le désencoder en fait, par des protocoles de correction, entre guillemets, de ça, voilà. Et c'est selon les problématiques de la personne. Là, ça peut être l'autosabotage, c'est-à-dire qu'on se débrouille toujours pour avoir des pains, on peut jamais. Ça peut être vouloir ça et puis se débrouiller toujours, tiens, c'est jamais ça, pour faire autre chose, alors que c'est le plan A qu'on veut. Ça peut être les personnes qui ont des problèmes de temps, qui sont toujours à la bourre, qui procrastinent, qui ont des burn-out aussi. Ça peut être le problème de prise de parole, ça peut être. Même en relation amoureuse, ça peut être dans tout. tous les domaines de notre vie finalement. Oui, parce que nous sommes un être dimensionnel. Ce qui m'intrigue aussi, c'est justement le pouls. Non, c'est vraiment sur le réflexe musculaire en fait. D'accord. Je demande au corps de m'amener à tel âge. Donc j'utilise les 2 bras. Alors que la personne dans la thérapie, elle est allongée, elle est passive. Et c'est le thérapeute qui, en se déconnectant de tout, il est juste une espèce d'antenne entre les fiches avec les informations et le pouls de la personne qui réagit selon les informations sur lesquelles je passe avec des filtres. Ça, c'est autre chose. La psychologie quantique, la personne elle est active, elle est présente, on est debout en général ou assise, on est vraiment présente et je demande au corps de m'emmener toutes les fois où telle chose s'est passée, s'est produite, pour arriver à l'âge de la cause, qui fait que ça s'est engrammé dans la mémoire, dans la cellule, et que c'est resté en fait une réaction, une posture de souffrance et de réactivité qui n'est pas du tout adaptée à ce qui se passe. On a toujours la même répétition du comportement. Et ce qui fait qu'en faisant des séances en individuel, en fait, on modifie la réaction que va avoir la personne dans un
face à un événement, quoi. Donc elle n'aura D'accord. plus du tout le même comportement. D'accord. Mais est-ce que ça peut être en lien, donc par exemple, enfin, je sais que même dans le livre de La clé de votre énergie, par exemple de Natacha Calestrémé, ou même, enfin, il y en a plein d'autres aussi qui parlent de ça, mais le fait de voir toujours les mêmes événements en fonction d'une blessure première qui est là en fait, qui est bien engrammée dans notre corps, par exemple la blessure de l'injustice, est-ce que justement ça va venir modifier le paramétrage de cette blessure qui fait qu'on voit toujours les mêmes situations de la même manière et qu'on les vit toujours de la même manière? Oui, c'est en ça qu'elle est puissante, quoi. Ouais. Ce modèle thérapeutique, c'est que justement, il va aller chercher la cause qui a créé ça en nous et qui fait qu'on a toujours la même réaction. Voilà, ça pacifie en fait. Et ce qui fait qu'après, on ne réagit plus de la même manière, donc on n'attire plus les mêmes événements. Et il y a des choses qui nous arrivent et tout à coup, ça nous ouvre à quelque chose, à du 360. En fait, c'est toutes les potentialités qui sont en nous, qui sont révélées, qui sont tout à coup disponibles, quoi, en fait. Puisqu'on va chercher dans la cellule, donc c'est-à-dire dans l'infiniment petit, dans le quantique, et là, il y a tout. En fait, toutes les potentialités de ce vide quantique. Voilà. Et je trouve c'est génial. Et à chaque fois que je fais des séances, je suis fascinée par ce qui se passe, en fait. Wow. Par les couches, comme dit Pascal de Gaiatis, donc en fait, le temps n'est pas derrière nous, le passé n'est pas derrière nous, il est en dessous. Il est en dessous nous. En fait, c'est comme si on faisait de la géologie, quoi. D'accord, ok. Et hop, l'espace autour de nous change. Mais ça, c'est puissant, c'est-à-dire que, étant donné qu'on ne transporte plus la même information, et en fait, on n'attire plus du tout, on voit plus les mêmes événements. L'environnement change. Donc ça passe vraiment par le corps, on le Et ressent, tout est on absolument sent vraiment tout comme Ah oui, une libération ou quelque chose qui se passe. D'où D'où le lien avec les stages que vous proposez. Ah là là, alors ça, c'était Ça a l'air vraiment incroyable. bien. Oh, alors Vous ça, pouvez nous en parler. ah ouais. Ah bah oui, parce que Pascal aussi, elle a tout un groupe de recherche, donc de personnes qui font de la recherche à partir de la PBQ, de la psychologie quantique, adaptée en tout cas, qu'on utilise dans d'autres domaines. Donc il y a les coachs en entreprise, c'est formidable aussi, il y a quelqu'un qui travaille la sculpture, les couleurs, enfin d'autres choses, quoi. Et moi, en tant que clown, je suis rentrée dans ce groupe, je dis qu'est-ce que je vais venir faire, moi? Bien. Et tout à coup, écoute, en fait, j'ai utilisé certains exercices de psychobiologie de PBQ dans un stage de clown que j'ai donné au mois d'août dernier avec 12 stagiaires, stage de 5 jours. Je ne fais jamais des stages de 5 jours, je fais toujours des stages de 2 jours. Et en fait, ça commence à m'ennuyer les week-ends. Maintenant, je veux faire du profond, quoi. Et donc, voilà, c'était la première internationale, c'était jamais fait nulle part sur la planète, de faire un stage de clown psychobiologie quantique. Wow. Et c'était d'une puissance incroyable, parce que le clown va chercher la personne dans une forme de tragédie aussi, pour en faire rire. Et ça, c'est formidable. Mais la psychobiologie quantique va chercher la personne ailleurs, aussi dans la cellule, par des exercices, pour la libérer, mais ce qui va aussi induire une autre manière de jouer, un autre type de jeu, une légèreté. Et j'ai fait des exercices, par exemple, pour des gens, parce que je fais beaucoup d'impro individuels dans un groupe, et en fait, il y avait des impros qui patinaient un peu, et là, j'ai utilisé la psychobiologie quantique, j'ai dit, voilà, je vais te ramener à l'âge où tu es libre, où tu peux faire cet impro, où tu es libre, où tu retrouves la joie de l'enfance, parce que le clown est très lié à l'enfance. C'est pour ça qu'il touche autant, c'est parce qu'il va chercher en nous, en tant que spectateur, un endroit de notre vie, de notre commun à tous, qui est l'endroit de la liberté, de l'enfance, de la joie, de la naïveté, de la candeur, tout ça. C'est pour ça qu'il touche beaucoup, surtout dans notre monde, qui est quand même hyper technologique, technologisateur, technologiant, bref, tout ce dont on va reparler. Et donc, quand je faisais revenir à la personne, à par exemple l'âge de 13 ans, 8 ans, ça dépendait, elle remettait son nez de clown et elle refaisait la même impro, c'est pas la même chose. D'accord. Et tout à coup une légèreté, une espèce de joie, quelque chose qui était fascinant. Et en fait, on a créé un spectacle en 5 jours qui était génial, quoi. Et les gens qui sont venus voir, en 5 jours, vous avez fait ça? Et ben oui, parce qu'en fait, voilà, quoi, ça marche. Donc c'est des stages que je continue, que je vais vraiment promouvoir, parce que d'une part, ça crée un groupe où en partant, c'était que des nanas, c'est un hasard, elles ont eu un amour les unes pour les autres, elles sont restées en lien, elles restent encore en lien, on se faisait des zooms, alors qu'est-ce que ça devient, comment vous faites, qu'est-ce qui se passe maintenant, parce qu'elles sont parties aussi avec des exercices en PBQ à faire chez elles, voilà, et aussi, et je trouve que c'est une manière aussi pour moi d'aller vers une forme de libération de l'être, par le rire évidemment, parce qu'il y a le clown, et aussi par la psychobiologie, parce que ce qui m'intéresse, moi, au fond, c'est super prétentieux de dire ça, mais c'est que les humains avancent, quoi, et de créer un nouveau monde. Et je pense que plus la personne s'enquiert d'aller mieux
pour elle-même et de se libérer, plus autour d'elle. Forcément, ça va agir et ça va se... C'est comme si que ça se diffusait. Et ça se diffuse, c'est pas sûr. égoïste, au contraire. Ah bah non, bah non, on va travailler sur soi, au Ça contraire. fait du bien aux autres. Bah, tous les gens d'ailleurs qui font un travail sur eux, ils voient que ça se change dans les relations familiales. Hein. Ouais. Sans que la personne, le parent ou l'enfant bouge, la personne bouge, ça fait bouger les autres. Oui, Et c'est ça. Et pour moi, je dirais que c'est quantique, c'est-à-dire que c'est absolument dans les particules d'éléments qu'il y a partout, quoi, qui nous environnent, quoi. En tout cas, Myriam, merci beaucoup. Et la clown. Bah non, c'est Myriam aujourd'hui, mais je lui dirai, je lui fournirai l'info. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Et où est-ce qu'on peut aussi vous retrouver? Alors, je sais que les stages et les ateliers que vous proposez, c'est uniquement pour des comédiens. Non, j'ouvre un peu. Non, mais pas que. Il faut m'écrire parce qu'en fait, c'est vraiment avec la personne. Je préfère qu'il y ait de l'expérience de la scène. Mais comme c'est sur 5 jours et non plus sur un week-end, avant un week-end, quand je faisais que clown, j'ai trouvé ça laborieux si la personne n'avait pas d'expérience. Parce que vraiment, c'est beaucoup. Le clown, c'est ce qui est le plus difficile aussi. Mais non, j'ouvre à tout. Après, il faut que je puisse parler à la personne et voir. Mais non, j'en donne. Il faut aller sur mon site emmalaclown.com. Et là, il y a le planning avec les spectacles et les stages aussi. Donc, voilà. D'accord. Allez, un petit mot, je dirais le dernier mot de la fin. Pour les consciences qui s'éveillent, pour les personnes qui vous écoutent aujourd'hui, un petit mot d'espoir, quelque chose que vous avez envie de partager ou laisser libre à votre imagination. C'est le petit bonus de la fin. Ah mince alors, j'ai rien préparé Ça avec ça. être, Je pense qu'il faut s'écouter soi-même, s'écouter, écouter le monde. En fait, ça veut dire juste faire une pause, en fait. Peut-être c'est juste ça, faire une pause dans le silence. Voilà. Je dirais ça, mais c'est peut-être pas beaucoup. Allez marcher, allez embrasser les arbres. Ça, c'est chouette. Les arbres. Ah ouais. Là, ça fait du bien. En fait, ils nous attendent depuis longtemps, semble-t-il. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à les toucher. Thierry Gauthier, donc l'ami Thierry Gauthier, m'a dit ils n'attendent que ça, qu'on aille les voir. Arrêtez de les couper aussi. Ce serait sympa. Voilà, c'est ça, mais bon, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. C'est déjà très bien. Merci beaucoup. Merci Myriam pour merci. cet échange et merci aux consciences qui s'éveillent. Yes. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter, Myriam sera ravie d'y répondre. Bonne journée à tous. Merci.